Donc bonjour à tous, donc je me représente, donc je m'appelle Tienne, je suis donc directeur de l'Académie pour Uptail, donc je suis en charge vraiment de tout ce qui est formation et onboarding de nos clients. Dans ce cadre-là, j'ai eu le plaisir de pouvoir participer, de voir naître les différents projets, et notamment donc, les projets de PSA et d'Alstom. Mais je pense que les meilleures personnes pour vous en parler, ce sont les personnes qui ont participé. Donc je vais d'abord laisser Karen et Franck se présenter un petit peu, expliquer un peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes là en fait, à part pour le petit déjeuner. Donc bonjour à tous, je suis donc Karen Thomas, je travaille depuis presque 19 ans chez Groupe PSA et donc j'ai la responsabilité depuis 3 ans en tant que Learning and Development Business Partner de faire la montée en compétences et l'employabilité des collaborateurs de la supply chain dans la direction industrielle du groupe. Voilà, et je suis venue là parce que j'étais gentiment invitée et que je me suis dit que partager mes expériences sera enrichissant pour tous. Merci. Donc, je suis Franck Gaillard, je suis directeur de la formation pour le groupe Alstom et mon rôle consiste principalement dans cette entreprise à définir les méthodes, les process, les outils destinés à la formation. Mais également, je suis responsable de l'université corporate d'Alstom qui est une université un peu particulière dans le sens où elle ne traite pas seulement de sujets de développement du leadership ou de formation dans les fonctions transverses, finance, projet, mais aussi elle aborde toutes les formations du domaine de l'ingénierie, de l'industriel. Ça veut dire qu'on va aller jusqu'au soudage, à la peinture, au collage, serrage au couple, enfin tous ces sujets très techniques pour lesquels la réalité immersive est particulièrement intéressante. Voilà, donc je viens également partager cette expérience avec vous et simplement, je dirais que toute ma carrière, j'étais passionné par le fait de pouvoir apprendre des choses nouvelles, découvrir des choses nouvelles, pour ensuite d'ailleurs pouvoir les partager avec d'autres. Je suis formateur moi-même. Et je pense que c'est un devoir, une mission presque sacrée de partager ces découvertes avec vous aujourd'hui. Parfait. Ouais. Donc, PSA, Alstom, vos deux organisations sont quand même dans le digital learning depuis un petit moment. Donc, vous êtes lancés vraiment dans l'utilisation des technologies digitales pour la formation. Qu'est-ce qui vous a amené en fait dans l'immersive learning? Qu'est-ce qui vous a intéressé en fait? Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à cette modalité? Alors, je commence. Donc, chez Groupe PSA, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant, on est passé à cette modalité immersive learning, non pas parce qu'on avait des difficultés avec les modalités actuelles, puisqu'on a, comme tout le monde le sait, le présentiel, le e-learning, la vidéo, les ressources, etc. Mais plus parce qu'en fait, on voulait viser une population assez précise, qui sont nos opérateurs en ligne de production. Et en fait, pour cette population, dans nos usines, la redescente d'informations ne suffit pas. Donc, on a bien évidemment des écoles de formation détachées complètement des lignes de production sur lesquelles on les forme. Mais en fait, c'était pas suffisant. Donc, en fait, ce qu'on voulait, c'était faire de l'immersive learning, c'est-à-dire leur faire ressentir au travers de la réalité virtuelle vraiment ce qu'ils allaient vivre demain sur leur poste de travail, avec la cadence de la chaîne de production, le bruit, l'environnement, les outils, etc. Chose qu'on fait, je vous dis, dans les ateliers de formation, mais il n'y a pas cette réalité en parallèle. Donc en fait, on voulait créer cette réalité en parallèle dans une salle de formation ou dans un atelier de formation. Et c'est pour ça qu'on s'est dirigé tout simplement vers l'immersive learning. Alors, bon, je dirais qu'on a d'abord une stratégie qui consiste à partager, faire en sorte qu'au sein de l'organisation, l'information soit partagée, la connaissance soit partagée, vis-à-vis du plus grand nombre. Donc aujourd'hui, Alstom, c'est 40 000 salariés dans une centaine de pays, l'objectif au travers des moyens digitaux dont on dispose aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les experts soient capables de créer du contenu, de le partager avec d'autres, et bien sûr que ceux qui ont besoin, dans leurs activités opérationnelles, d'accéder à ces connaissances puissent le faire facilement, en tout lieu, à tout moment. C'est le fameux concept ATAWADAC, Anytime, Anywhere, Any Device, Any Content. Simplement, jusque-là, on arrivait à mobiliser tous les moyens, effectivement, qui étaient la vidéo, l'e-learning, le serious game. Enfin, on allait quand même assez loin, en tout cas le trouvait-on, dans la mobilisation d'une variété, d'une collection de moyens. Mais ce qui nous manquait, c'était la réalité virtuelle. Et il se trouve qu'on a découvert justement la possibilité avec Uptail de mettre à disposition du plus grand nombre, à très grande échelle, au travers de nos plateformes, l'accès à des contenus de réalité virtuelle, ce qui permettait finalement d'immerger les gens dans des situations opérationnelles. Mais pour nous, c'était un enjeu essentiel parce que
Je dirais que dans toute situation de formation, je pense qu'on a tous été, vous êtes tous des professionnels de la formation, vous avez tous été trempés dans ces logiques de pédagogie par objectif, hein, à quoi va servir la formation, à réaliser des opérations techniques dans une situation opérationnelle. Et l'inconvénient, c'est qu'on passe notre temps, quand on organise nos formations, à dégrader finalement la situation en s'éloignant de plus en plus de la situation opérationnelle. Et jusqu'au moment où le formateur se retrouve devoir amener ses participants à la formation à se projeter dans une situation qui n'est pas celle dans laquelle ils se trouvent, mais à imaginer le jour où ils seront en situation de réaliser des opérations, et donc ça complique la tâche du formateur qui, si plutôt que d'être un passeur qui entraîne en prenant par la main chacun de ses participants à une formation jusqu'au moment où ils arrivent à se projeter dans la situation opérationnelle, il suffit de les téléporter dans la situation réelle, et c'est un peu ce qu'apporte finalement ce chemin de traverse qui est Uptel, la possibilité de s'immerger immédiatement dans la situation opérationnelle. Et d'apprendre, en faisant des erreurs d'ailleurs, ce qui est quand même un atout considérable, c'est que plus on fait d'erreurs avec Uptel, et plus on apprend, et c'est quand même formidable. Super. Alors donc justement, vous avez eu ces besoins d'utiliser, en fait vous vous êtes dit que la réalité virtuelle pouvait répondre à des besoins pédagogiques pour certains types de publics et certaines manières de faire. J'entends aussi donc quand même la réalité virtuelle c'est peut-être pas non plus quelque chose qui dans vos organisations n'existait pas avant, il y a peut-être eu des essais, des pilotes ou des choses qui ont déjà existé. Qu'est-ce qui a été le critère déterminant justement pour vous dans le choix de votre solution pour faire de l'immersive learning? Parce que j'entends la possibilité de donner aux gens la possibilité de créer facilement de la réalité virtuelle ou des choses comme ça. Est-ce que ça rentre dans un cadre de stratégie d'organisation apprenante, de la manière dont vous souhaitez que le transfert de connaissances se fasse dans votre organisation? Est-ce que vous aviez d'autres critères qui étaient vraiment nécessaires pour vous pour choisir votre solution? Moi, je vais rebondir sur ce qui a été dit et je vais essayer de répondre à la question. C'est vrai que le learning by doing, c'est vraiment ce qui a de l'importance, en tous les cas pour nous, les populations qu'on ciblait. Et la modalité Uptel a permis, et c'est ce qu'a dit Franck, aux opérateurs et aux personnes qui se formaient de répéter, de se tromper, mais de refaire sans aucun impact sur en fait notre ligne de production. Il y a aussi côté, avec la pédagogie Uptel, il y a ce côté un peu gamification, un peu ludique, qui fait qu'en fait l'apprenant s'engage vraiment dans ce qu'il doit acquérir comme compétence. Et donc je pense qu'il y a un taux, je suis sûre même qu'il y a un taux de rétention beaucoup plus important avec Uptel qu'avec une pédagogie classique d'un atelier de formation. Et également, ce qu'on voulait, nous, c'était permettre aux opérateurs, quels qu'ils soient dans la ligne hiérarchique de l'atelier, qu'ils soient capables de transmettre son savoir-faire et transmettre, ses compétences, ou en tout cas les petits trucs qu'il connaît à tout le monde. Et en fait, c'est ce que permet Uptel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui, à partir du moment où il a été quand même un minimum formé, peut créer dans Uptel son petit module de formation pour transmettre son savoir-faire, sa compétence, sa technique, etc., etc. Et donc ça, c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on s'est dirigé vers cette solution. Au-delà de tout ce qui est ensuite les sous-titrages qui permettent donc de faire en multilangue, l'accès oui facile puisque comme je l'ai dit, on sort complètement de la ligne de production, donc en fait on prend les personnes au compte-gouttes et on peut les former comme ça un par un sans générer aucune contrainte sur la production. Oui, c'est effectivement, je dirais la possibilité d'apprendre comme si on était dans les conditions réelles, finalement. D'ailleurs, c'est ce que préfèrent souvent les adultes en formation, c'est pouvoir pratiquer dans l'action et apprendre du fait qu'ils pratiquent et s'entraînent. C'est un peu comme si on passait de la formation à l'entraînement. On est presque dans la situation physique de manœuvrer les équipements dans la situation réelle. Cet aspect aussi de création de contenu, offrant la possibilité aux experts de l'organisation de créer de la réalité virtuelle, c'est quand même pas commun. Quand on parle de réalité virtuelle en formation, en général, on pense à faire appel à une société extérieure
qui va d'ailleurs, ça va coûter très cher de développer une solution dans laquelle on va embarquer d'ailleurs souvent des modèles 3D et ainsi de suite. Donc on a tendance à s'imaginer que ça va être très complexe, alors que là, on met à disposition de ces salariés experts des outils de création qui sont extrêmement simples. Effectivement, il y a de la formation. Enfin, c'est pas comme s'il fallait apprendre à développer un logiciel, utiliser du langage complexe pour créer quelque chose. C'est très très simple d'utilisation. Voilà, on glissait, déposait, enfin des tâches simples qu'on sait tous réaliser. Et la raison, je dirais, principale d'un point de vue pédagogique du recours à la réalité virtuelle, c'est que on sait très bien au travers de tas d'études en psychologie ou psychologie de l'apprentissage, que au plus on rapproche la situation d'apprentissage de la situation d'exécution des tâches opérationnelles, au plus la performance de rappel des connaissances qui ont été apprises est importante. Et quoi mieux que l'immersion au moment de l'apprentissage pour une meilleure restitution au moment de l'exécution des tâches opérationnelles. Donc c'est vraiment à ça qu'on a pensé au moment de faire appel à la réalité immersive, en particulier avec Uptel. D'accord, très bien. Karen, donc chez PSA, tout va très bien. Chez PSA, donc, vous avez commencé l'immersive learning et à travailler avec Uptel depuis environ 1 an et demi, voire même un petit peu plus. Donc vous êtes quand même déjà bien avancé dans le stade de déploiement et d'utilisation. Donc justement, tout à l'heure, vous avez parlé d'un premier cas d'usage qui était vraiment l'immersion pour les nouveaux arrivants dans les usines qui sont de base dans des ateliers. Quels sont les autres cas d'usage en fait que vous avez vus et sur lesquels vous utilisez de l'immersive learning dans PSA? Alors, il y en a beaucoup. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que donc, comme tu viens de le dire, Tiane, au début, on s'était dit l'immersive learning, c'est la solution pour le nouvel arrivant, pour l'opérateur, de manière à ce qu'il répète ses gestes, voilà, s'il a oublié, s'il a eu un arrêt maladie, etc. Donc, c'était vraiment la cible, c'était nos opérateurs. Et lorsqu'on a fait le Learning Booster Day fin 2018, on voulait vraiment cette fois-ci toucher, un peu comme le disait Franck, l'ensemble de la population à l'international. Donc là, c'était vraiment quelle expérience je peux faire vivre à quelqu'un dans nos usines et qu'il le comprenne, quel que soit donc son pays, quel que soit son travail, qu'il soit peintre, emboutisseur ou autre. Et donc, on a lancé une grosse expérience sur la prévention des maladies professionnelles. Donc, en fait, on a travaillé avec les kinésithérapeutes de l'usine de Mulhouse. Et voilà. Et en fait, on a créé tout un circuit type d'échauffement des opérateurs. Donc, de son arrivée au vestiaire jusqu'à la ligne. Et ensuite, du départ de la ligne jusqu'au retour dans le vestiaire, de manière à ce qu'à la fois, il s'échauffe pour aller travailler et qu'il puisse s'étirer au retour du travail. Et ça a eu des milliers de vues. Ça a été déployé dans toutes nos usines à l'international. Ça a vraiment touché tous les collaborateurs qui se sont reconnus quelque part forcément, puisque tous travaillent à un moment donné sur une ligne. Et ça, c'est vraiment, moi je voulais témoigner aujourd'hui de ça, parce que c'est vraiment l'expérience qui a fait qu'ensuite les sites se soient vraiment appropriés la solution. Donc parce que c'est ce que je vous disais, nous c'est vraiment les usines qui gèrent leur propre contenu. Donc en fait, dans chaque usine, comme en centrale, on a quand même un pôle formation avec le pilote logistique qui est le responsable, qui chapeaute un petit peu tout ça. Mais en tous les cas, c'est bien chaque secteur de l'usine qui fabrique ces modules. Et donc, en voyant ça, ils se sont appropriés la solution. Et on leur a offert un casque, bien évidemment, mais après, ils ont acheté le matériel pour créer. Et donc, aujourd'hui, 10 sites européens, je vais parler de l'Europe parce que je connais mieux, utilisent vraiment cette technologie pour des immersive learning sur la sécurité, la qualité, les postes de travail. On a aussi eu l'expérience dans une de nos usines de fonderie d'une ouverture pendant la JPO, la journée porte ouverte pour les familles. Mais comme on pouvait pas aller voir les fours en fusion, voilà, ils ont fait une expérience Uptel. Enfin, il y a vraiment une multitude de cas que je ne saurais citer en exhaustivité, mais voilà, oui, c'est c'est 10 sites et c'est beaucoup d'expérience. Il y a une vraie appropriation. Il y a une vraie appropriation du sujet. Alors, il faut quand même
veillé à les relancer pour certains en disant n'oubliez pas cette modalité pédagogique, mais j'ai envie de dire, elle est vraiment rentrée dans les mœurs chez nous, ça fait partie des modalités et Uptail, c'est la solution de formation en usine en tous les cas. C'est bien parce que même nous, en fait, on découvre que le cas fonderie, j'avais jamais entendu parler. C'est vrai? Ça fait des heureux. La préparation physique, pareil, c'était sorti nulle part. En fait, on savait pas du tout. Tout à coup, on en a entendu parler. Ouais. Mais parce que c'est vraiment, enfin, c'est ce que je dis, hein, c'est vraiment quelqu'un dans l'usine qui s'est dit, et moi, je ferais bien ça. Et la journée porte ouverte, alors c'est vrai que c'est marrant parce que y a plein de parents qui ne pouvaient pas expliquer à leurs enfants ce qu'ils faisaient. Et ben là, grâce au casque de réalité virtuelle Uptail, ah bah, tous les enfants savaient ce que c'était que la fusion, comment on fabriquait des culasses ou ce genre de trucs. Enfin, c'était merveilleux. Et donc, toi, Franck, vous êtes lancé avec Uptail depuis environ un peu moins d'un an. Donc, vous êtes vraiment dans la phase de déploiement actuellement et de création des expériences et de déploiement certainement. Quels sont les premiers sujets sur lesquels vous avez lancé de la création de formation en réalité virtuelle? Alors, les premiers sujets, c'était en rapport avec la sécurité, c'est-à-dire que, je disais tout à l'heure que on cherche à se rapprocher de la situation réelle avec l'utilisation de la réalité immersive, et que dans les contextes habituels de formation, on ne le fait pas tout à fait, et on ne le fait pas tout à fait pour plein de bonnes raisons. C'est-à-dire que soit le matériel n'est pas disponible pour la formation tout de suite, soit parce qu'il y a un risque à être exposé à la situation opérationnelle si on n'a pas été formé préalablement. Et donc, pour ne pas exposer des personnes qui sont en formation à ces risques, eh bien, on a tendance à se retirer de la situation opérationnelle, s'en éloigner de plus en plus. Là, le gros avantage, c'est qu'on a pu exposer des apprenants, grâce à la réalité virtuelle, après une formation présentielle sur les grands principes à respecter, on a pu les exposer au travers de la réalité virtuelle aux risques qu'ils allaient rencontrer dans l'environnement ferroviaire. Et quand je dis les exposer aux risques, c'est vraiment les exposer au pire des risques qu'on peut trouver, et en espérant qu'ils fassent les pires erreurs possibles pour ne plus jamais les refaire ensuite. Et c'est assez impressionnant parce que là, il y a une véritable émotion qui est ressentie par les participants quand ils sont exposés à ça. Vous aurez peut-être l'occasion de le faire, je pense, tout à l'heure. Vous allez voir que ça fait peur parfois. Et c'est exactement ce qu'on souhaite, c'est que, étant exposés à cette émotion très intense, la prochaine fois qu'ils se déplaceront à proximité des voies, ils feront très attention à tous les risques auxquels ils peuvent être exposés. Par le passé, on organisait cette formation présentielle, puis ensuite on allait on l'organisait dans un centre d'essai, puis on allait sur les voies, et puis on s'assurait que les gens ne fassent pas d'erreur. Bon, donc on avait tout bien expliqué, ça durait une journée et demie, et puis quand on allait sur les voies, ils faisaient exactement tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc évidemment, on voit l'utilité qu'il peut y avoir à pouvoir s'entraîner dans un contexte où il n'y a pas de danger. Et c'est donc le premier cas d'application qu'on a utilisé. Il y a aussi que la mobilisation d'un centre d'essai à chaque fois qu'on voulait faire une formation à la sécurité, c'était compliqué. Donc ça présentait un intérêt à la fois pour exposer au danger sans le danger réel, mais aussi mettre à disposition des situations d'entraînement qui n'auraient pas pu être mises à disposition si on avait dû à chaque fois mobiliser un centre d'essai pour former les collaborateurs. Et les centres d'essai, on n'en a pas énormément à l'échelle du groupe. On a 40 000 salariés dans son pays, mais des centres d'essai, on en a avoir 5 ou 6. Donc évidemment, on ne peut pas déplacer les gens sans arrêt pour qu'ils aillent se former dans ces centres d'essai-là. Donc la sécurité, c'était le premier sujet. On a d'autres cas d'application, notamment en dépôt de maintenance, dépôt de maintenance tramway de Reims par exemple, où là, à l'intérieur du dépôt, on apprend quels sont les équipements de sécurité qu'on doit avoir. Et comme tout se fait au travers de tests, les gens retiennent très bien, ils font ça en autonomie, ils font des erreurs, ils apprennent, et puis à la fin, la prochaine fois, ils le feront sans faute. Deuxième cas d'application, c'est la visite virtuelle. Donc il se rapproche un peu du deuxième cas que je viens de citer, mais c'est la possibilité pour quelqu'un, et en particulier un nouvel arrivant, avant même qu'il entre dans l'entreprise, de découvrir le site. Là, c'est le cas qu'on voit ici à Tarbes, c'est notre site de production. Et donc là, c'est la partie montage, mais enfin tournage. Et ce qu'on voit, c'est donc les directeurs des différents départements du site qui accueillent, qui expliquent à un accueillant, un arrivant encore virtuel, puisque là, pour l'instant, pour eux, c'est une caméra, mais en quoi consistent les activités dans ce département, sur cette partie du site. Et puis là, vous avez carrément le directeur du site qui vous accueille à votre arrivée sur le site, et qui vous explique qu'on fait sur ce site, qui vous dit ce qu'il y a à faire pour récupérer son badge avant d'entrer sur le site. Enfin bref, si vous êtes passé par cette expérience avant même d'avoir mis les pieds sur le site, le jour où vous y êtes pour de vrai, vous savez exactement ce que vous avez à faire et à ne pas faire.
Et vous avez déjà connaissance de la plupart des responsables du site, pour le cas où vous allez les croiser ensuite à votre arrivée. Au niveau de la réalité virtuelle en formation, ça existe depuis un petit moment. Le problème, c'est ce qu'on a vu depuis quelques années, c'est qu'il y a beaucoup de pilotes qui sont lancés. Donc on fait un pilote, ok, ça fait un effet waouh, il y a peut-être une centaine de personnes dans l'organisation qui va le regarder. Et puis après voilà, c'est tout, terminé, c'est pas quelque chose qui va continuer derrière. Karen, donc ça fait 1 an et demi que vous déployez donc de l'immersive learning. Comment vous avez fait justement pour faire du déploiement au maximum de personnes? Parce que l'idée de se dire c'est pas tout d'avoir créé l'expérience. Comment vous faites pour que justement toute l'organisation PSA puisse accéder à ces expériences? Alors, ce qui marche le mieux, ça reste encore la communication autour de ce sujet-là. Donc, c'est ce que je vous disais. Après, dans chaque usine, il y a quand même un pôle formation donc, qui centralise ce qui existe, pourquoi et pour qui. Et c'est vrai, Tiane, c'est une vraie difficulté. Enfin, faut pas se le nier non plus, hein, mais c'est comme toute formation, j'ai envie de vous dire. Ça peut être un présentiel, un e-learning. À partir du moment où un support de formation est créé, qu'il a déjà été utilisé une fois parce qu'il y a un besoin. En général, on ne crée pas une formation pour rien, donc c'est parce qu'il y a un besoin. J'ai envie de dire, ça peut faire un flop après et ne pas être reconduit pour différentes raisons. Donc, je pense que l'immersive learning subit ou subira ou peut subir la même chose. Nous, en fait, dans les sites, en tous les cas, les 10 sites européens qui utilisent Uptail, on voit que de toute façon, à un moment donné, pour leurs besoins vraiment de monter en compétences, comme ils se sont appropriés cette pédagogie, comme ils ont vu que de toute façon le taux de rétention était plus important, on le voit sur les images d'Alstom, hein, que les apprenants sont vraiment ravis de cette expérience qui est moderne, parce que faut pas oublier qu'on s'adresse à des ouvriers. C'est les premiers dans le groupe PSA à avoir été fermés avec des casques de réalité virtuelle. Enfin, rien que pour la mise en valeur de l'opérateur. Enfin, et donc en fait, quand on leur dit c'est quoi votre problématique, c'est quoi vos enjeux pédagogiques, où est-ce que vous voulez aller, et qu'au final, de toute façon, une fois qu'on a déroulé la bobine de l'ingénieur pédagogie de formation, on arrive à la solution de dire Uptail, enfin tout simplement. Et donc en fait, ils s'engagent parce que voilà, c'est la solution. Et comme le disait Franck, il peut y avoir la problématique de trouver le centre de formation. Là, on ne l'a plus. Il peut y avoir la problématique d'arrêter une ligne de production pour expliquer comment fonctionne une visseuse, comment réparer un des matériels sur le bord de ligne. Là, on n'a pas besoin d'arrêter la ligne. Et nous, ce qu'on voit et ce qu'on va lancer d'autant plus sur notre site de Kenitra, ce sont nos opérateurs de nuit. La nuit, il n'y a personne. Clairement, il n'y a pas de service formation, il n'y a pas de salle, on ne peut pas les réserver, c'est très compliqué. Là, la nuit, on va pouvoir former, parce qu'on a des équipes qui travaillent de nuit, on va pouvoir les former avec la technologie Uptail. Donc, en fait... Et donc, vous passez par le biais de casque, c'est plus oui. Du smartphone ou vraiment non. surtout du casque? Oui. Alors, en fait, on n'a pas encore des devices mobiles déployés dans toutes nos usines. On commence à équiper avec des tablettes, mais en fait chaque site, comme je vous le disais au début, a été doté d'un casque. Ils en ont racheté d'autres et donc on fait par casque. Parce que ça reste ce qu'il y a encore de mieux, hein, pour l'immersive learning, le casque. Sinon on n'a pas cette impression d'être vraiment dans l'expérience. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on sort les individus par nombre sans gêner le flux de la production et puis on les forme comme ça, oui. Et donc pour toi, Franck, vu que vous êtes actuellement dans la phase de déploiement, l'idée, quelle stratégie en fait est-ce que vous prévoyez chez Alstom justement pour donner accès au maximum de personnes à de l'immersive learning? Vous allez utiliser quel type de device, par quel biais, où est-ce que vous allez publier les expériences, ce genre de choses? Alors, le principe est toujours le même par rapport à notre stratégie de départ qui est de démocratiser en quelque sorte l'accès à l'information et à la création de contenus qui puissent être partagés sur une plateforme. Et je dirais que aujourd'hui, un des éléments importants pour nous dans cette stratégie de déploiement, c'est d'abord la formation des créateurs de contenu. C'est-à-dire qu'on a d'ailleurs mis en place un parcours de formation blended où ils peuvent participer à des webinars pour s'entraîner, et puis on met à disposition du matériel pour la création.
Donc c'est un des éléments importants. Et on constate que c'est pas du one shot parce que ça plaît, parce que c'est le truc qui brille un peu à un temps T, mais c'est qu'en fait on voit des choses émerger, des créations nouvelles apparaître. Donc on apprend un peu tard parce qu'on n'est pas constamment à regarder tout ce qui se produit sur la plateforme. Mais on a eu des cas d'application récents sur l'ergonomie, on a des cas d'application, par exemple sur un projet, une visite virtuelle d'un dépôt de maintenance à Manille, je l'ai découvert en échangeant avec la formatrice qui m'a dit tiens je reviens de Manille, j'ai monté une... Et ça m'a été réclamé par l'équipe projet qui voulait savoir en quoi consistaient les locaux, comment étaient agencés les différents tableaux électroniques, etc. Donc je dirais le premier aspect c'est vraiment donner accès au plus grand nombre à la capacité de produire et de partager ses connaissances et d'y accéder bien sûr. Par ailleurs, comme on est encore une fois dans cette logique de démocratisation, et raison aussi pour laquelle on a choisi Uptel, c'était qu'il fallait que tout le monde, où qu'il se trouve dans le monde, puisse se connecter avec le moyen dont il dispose, que ce soit une tablette, un téléphone, autre chose. Et en l'occurrence, le recours au téléphone portable professionnel ou personnel, dans l'absolu, il est possible aussi d'y accéder depuis son téléphone personnel, peut faire apparaître sur son écran l'expérience elle-même, et en profiter pleinement, simplement en glissant ça dans ce qu'on appelle le cardboard, enfin, une paire de... un petit boîtier finalement, dans lequel on va glisser son téléphone portable, et puis on enfile la paire de lunettes. Alors ça, c'est pas forcément ce qu'on porte sur soi en permanence, mais si on peut vulgariser ça dans les sites, plutôt que d'avoir des centaines d'Oculus Quest, bon, c'est peut-être un moyen moins coûteux, mais ça permet de vulgariser l'accès dans les différents sites. Et puis, encore plus portable, je dirais, c'est la petite paire de lunettes qu'on glisse sur son téléphone portable, et qui permet là, et ça c'est très apprécié, d'expérimenter rapidement, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser sur de longues durées, mais on peut expérimenter rapidement le contenu de réalité virtuelle en se sentant vraiment immergé dans cet espace, grâce à des moyens extrêmement simples. Donc voilà, notre stratégie principale, c'est ça, c'est un accès libre, en tout lieu, à tout moment, avec n'importe quel appareil, à ces différents contenus. Et donc, justement, pour pouvoir donner accès ensuite sur smartphone et compagnie, vous le mettez à l'intérieur de votre LMS Oui, absolument. Absolument, oui. En fait, tout notre écosystème digital est conçu justement pour être accessible depuis n'importe où, par tous les salariés. Donc tout le monde a accès à ça. Et évidemment, en phase de déploiement, on rencontre toujours des différentes difficultés, différents obstacles. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est quelque chose qui fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accéder à ce contenu partout quand on le souhaite. Parmi les obstacles, on peut imaginer qu'évidemment, tous les ouvriers sur les sites n'ont pas forcément le dernier cri du téléphone portable pour afficher un contenu de réalité virtuelle. Donc, ça nous entraîne sur des terrains qui sont, mais comment est-ce qu'on met à disposition les moyens d'accéder à tout ça? Et donc, on en arrive rapidement parfois à dire, tiens, voilà, on a une tablette par ouvrier, ou on met quelque chose, des téléphones. J'ai vu à Sao Paulo, récemment, une expérience qui a été menée par des formateurs en EHS qui ont réquisitionné de vieux téléphones portables et qui ont utilisé des cardboards comme celui que je vous ai montré pour publier des formations préparatoires à l'entrée sur le site. Alors ils nous expliquaient qu'ils étaient contents d'avoir pris leur téléphone, d'avertir les cartes SIM, ils avaient tout installé et puis ça fonctionnait parfaitement et ça crée effectivement une expérience très agréable pour les salariés qui découvrent ça. C'est vrai qu'il y a un côté ludique aussi, on va finalement assez peu parler, mais une fois qu'on est dans ce monde-là, immergé dans ce contexte particulier, ce qu'apporte Uptel, c'est pas seulement l'expérience d'être exposé à tout ça, c'est toute l'interactivité qui va avec, les choix qu'on peut faire, les actions qu'on peut prendre, et qui vont vous permettre d'apprendre de manière ludique, en faisant des erreurs, en corrigeant, et on a l'impression d'être dans un... Parfois d'ailleurs, on pourrait développer ça sous forme d'escape game, quoi. C'est-à-dire, faut sortir de la situation, et on peut le faire au travers d'Uptel. D'accord. Alors je me tourne un petit peu vers mon timekeeper pour savoir si j'ai encore un petit peu de temps ou pas. Mais mon timekeeper a disparu, donc j'ai peut-être du temps. Donc tout va bien, on va continuer encore un peu. Juste, là maintenant vous êtes dans des phases de déploiement qui sont assez différentes entre les deux organisations, mais vous avez quand même travaillé dessus, là, ils ont tous un an et demi et tout. Quelles sont les conclusions que vous tirez de ce déploiement? Quels sont les éléments, les éléments par exemple auxquels vous vous dites il faudrait que je fasse attention, ou si jamais vous deviez conseiller les gens qui sont dans la salle, qui aimeraient se lancer dans l'immersive learning, de se dire quels sont les éléments à prendre en compte
quels sont les obstacles potentiels, quelles sont les solutions potentielles, quels sont les éléments vraiment qui vous ont marqué dans ce déploiement de ce type de solution. Karine. Moi, ce qui m'a le plus marqué, je pense que c'est le retour d'expérience des formés. Le côté verbatim toujours positif. Le côté, alors nous on n'a pas d'usine à Sao Paulo, mais le côté l'usine Amérique latine qui écrit après à son homologue de Mulhouse en disant « Ah, j'ai vu ton usine c'est presque pareil que chez moi ». Enfin voilà, cet échange entre les gens sans mobilité des gens. Enfin, ça peut paraître simple ce que je dis, mais n'empêche que ça a créé des liens entre nos collaborateurs de différentes usines, de différentes langues, de différents environnements. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. C'est pas au travers d'un e-learning qu'on peut le faire. C'est pas au travers d'un présentiel, encore moins, parce que je pense que comme dans toutes les entreprises, en tout cas dans la nôtre, on essaye plutôt de réduire les coûts que de rassembler 1000 ou 150 personnes au même endroit. Donc moi, c'est vraiment ce qui me touche le plus aujourd'hui, c'est ça, c'est de me dire qu'on a créé des liens entre les gens de différents horizons, de différentes cultures, sur des sujets communs ou pas, puisque, enfin je l'ai pas vraiment dit, mais comme ils créent eux-mêmes leur contenu, quand même en centrale, on regarde à peu près ce qu'ils font, et quand l'usine de Kenitra fait un module sur la sécurité, la qualité, la peinture, ça nous permet de dire aux autres, voilà ce qui existe. Si vous avez besoin de faire la même chose, ne le refaites peut-être pas. Faites une duplication, parce qu'avec Uptail, c'est possible. Ou alors, faites des sous-titrages. Enfin voilà. Et moi, c'est vraiment ce que je retiens le plus de la solution Uptail, c'est ça, c'est le lien. Alors j'ai remarqué une chose assez récemment, il y a quelques mois, c'était la solution du programme en 5 jours là, dont vous a parlé Aurélie au début. C'est que si je devais conseiller quelque chose, c'est vraiment ça. C'est au début, pour que les gens s'approprient, aient connaissance de ce qu'est Uptail, comprennent dans l'entreprise en quoi ça consiste, comment on peut s'en servir, en tirer le meilleur parti, il faut des cas pratiques qui soient le plus séduisants possible. Et pour ça, on a besoin de l'aide d'Uptail au démarrage, c'est-à-dire parce qu'on apprend à s'en servir. Donc, apprenant à s'en servir, si on se contente de faire des choses soi-même, forcément, on ne va pas faire des choses parfaites du premier coup. Et donc, ces contenus-là sont moins séduisants pour les gens à qui vous allez en parler, même si le principe général est très attractif. Donc, le fait de passer par des cas d'école, finalement, des cas très bien construits, ça va vous faciliter ensuite la promotion en interne, et puis vous allez détecter des talents dans l'organisation, des gens qui vont être attirés par ça, qui vont vous demander comment on y accède, comment on peut créer du contenu, qui vont vouloir pouvoir commencer à produire des choses de leur côté. Et ces gens-là, il faut vraiment compter sur eux. Vous avez des champions en puissance là, qui ensuite vont créer des contenus, et ça va se démultiplier, et ça va aider justement à ce qu'il y ait une espèce de propagation de l'usage au sein de l'organisation. Eh bien, vous aurez l'occasion encore d'échanger un petit peu, de faire un peu de soucis. Merci beaucoup. De rien.